Une autre semaine, une autre crise chez Québec solidaire. Les bourgeois ne sont que des bandits. Ils manipulent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Cette semaine, on a appris que Québec solidaire suspendait son député Vincent Marissal pour avoir eu des discussions afin de rejoindre le Parti québécois. Vincent Marissal, lui, dit qu'il a claqué la porte et qu'il est devenu député indépendant, qu'il n'y avait pas de raison de le suspendre parce que de toute façon, il s'en allait. Donc on a eu une grosse rupture dans l'espace public. Vincent Marissal n'est pas passé par 4 chemins pour critiquer Québec solidaire et l'accuser de tous les maux. Donc c'est le sujet principal dont on va parler aujourd'hui à cet épisode du podcast communiste révolutionnaire. Mais un autre sujet important aussi à discuter, c'est ce qui se passe dans le mouvement syndical. C'est-à-dire qu'il y a des projets de loi que la CAQ met de l'avant, des attaques contre le mouvement syndical. Une grosse manif se prépare pour ce dimanche à Montréal. Donc on va présenter la perspective des communistes sur ce qui se passe dans le mouvement. Donc je m'appelle Julien Arsenault, je suis membre du comité exécutif du Parti communiste révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis avec Simon Berger, qui est membre du comité central du parti. Salut Simon. Salut Julien, content d'être là. Oui, pareillement, content de t'avoir aujourd'hui pour le podcast. Donc, on va parler de la manif intersyndicale, de ce qui se passe dans le mouvement. Mm-hmm. Mais d'abord, commençons par Québec solidaire, Vincent Marissal, parce qu'évidemment, c'est une grosse nouvelle. Mm-hmm. Les deux sujets, il y a un lien, en fait, dont on va parler plus tard. Ouais. Mais commençons par le commencement. Donc, Vincent Marissal quitte. Il s'est fait traiter d'opportuniste, de traître par Amir Kadir, par Haroun Boisy, par Hubert Ghazal, par tout le monde. Je pense que c'est pas tout à fait faux, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Donc, pourquoi est-ce que Vincent Marissal quitte? Puis qu'est-ce que ça signifie plus largement, en fait? Oui, exactement. Ça, c'est la question à se poser. Parce que, premièrement, il s'est fait traiter d'opportuniste, de traître avec raison. Là. il quitte le parti parce que ça va pas bien, puis il se dirige vers le PQ quand il trône en haut des sondages. Ça prend pas vraiment un diplôme en mathématiques pour faire le calcul. Là. C'est évident qu'est-ce qu'il fait. En fait, il a avoué lui-même sur le plateau, tout le monde en parle, que il veut avoir le pouvoir, essentiellement. Il veut exercer le pouvoir, puis il est attiré par ça. Fait que les accusations d'opportunisme sont complètement justifiées. Mais effectivement, ça explique pas grand-chose. Parce que ce dernier épisode là, dans la crise interminable de Québec solidaire, dans la saga, c'est ça, un épisode de tout un processus. Avant, il y a eu GND qui a annoncé qu'il serait plus porte-parole, puis toutes sortes de chicanes internes. Christine Labrie aussi, qui a dit qui n'avait pas se représenter. Oui, exactement. Fait que c'est ça. En fait, il y a un processus beaucoup plus large qui est à l'œuvre chez Québec solidaire depuis longtemps. Puis c'est en fait la contradiction entre une aile parlementaire qui cherche, ou en tout cas une grosse partie de l'aile parlementaire, qui cherche par tous les moyens à recentrer le parti et la base militante qui, elle, résiste en fait. Puis ce conflit-là a produit ce qu'on vient de voir avec Vincent Marissal. Je pense qu'à ce sujet-là, mettons pas des mots dans la bouche des gens. Je pense que ce serait bien d'écouter Vincent Marissal lui-même justifier pourquoi il quitte Québec solidaire. Donc on va juste jouer une couple d'extraits en fait de comment il a justifié son départ. Je sais que j'ai essayé de changer ce parti-là. Et j'ai échoué. Comment? Un peu comme Gabriel Nadeau-Dubois souhaitait le faire d'ailleurs. Et puis, on a fait équipe à un certain moment là-dessus. Le mot recentrage est un peu tabou à QS, là, mais pour que tout le monde se comprenne ici, là, puis je n'entrerai pas dans le jargon, c'est une question de recentrage. OK. Regardez la séquence, là. Il y a eu le livre de Catherine qui mettait quand même le doigt sur certaines choses, mais qui dénotait aussi une militance, je vais reprendre les mots de Catherine Dorion, une militance punk, qui brasse tout le temps, puis qui en a à découdre constamment avec ce qu'ils appellent l'establishment. Il y a beaucoup de gens dans ce parti qui sont pas passés à l'étape suivante en 2018, quand on a formé enfin un vrai groupe parlementaire, parce qu'ils considèrent que QS est d'abord un parti de militance et de la rue. Donc, ça a le mérite d'être clair, en fait. Vincent Marissal utilise les mots « ce qui se passe, c'est un recentrage ». Puis laissons de côté ce qu'il dit « la militance punk », ça veut pas dire grand-chose. Le point, il dit « il y a des gens QS qui pensent qu'il faut lutter contre l'establishment ». Puis il se porte en faux contre ça, en fait. Il dit que c'est pas, essentiellement que c'est pas la voie à suivre. Donc, Vincent Marissal, dans son départ, a exposé
la contradiction fondamentale au sein du parti. Puis peut-être une autre manière que je le dirais, c'est la contradiction, si on veut, entre l'impulsion qu'a donné naissance à QS en 2006, c'est-à-dire, si on veut, une scission dans le mouvement nationaliste, une scission à gauche, une critique du PQ des années 2000, qui avait implanté l'austérité dans les décennies précédentes, une critique des libéraux, évidemment, mais donc la volonté de donner une voix au monde ordinaire, à la classe. Une critique du capitalisme, même, 100%, ouais. Puis même au début, en 2009, QS avait publié un manifeste pour le 1er mai 2009, ça s'intitulait quelque chose comme « Pour sortir de la crise, dépasser le capitalisme », point d'interrogation. Puis ils expliquaient dans le manifeste la nécessité de dépasser le capitalisme. Donc c'est la contradiction entre cette impulsion-là, d'abord un parti anticapitaliste, et les pressions du système lui-même, de la classe dominante, des partis, de l'establishment médiatique. Donc, il y a depuis longtemps dans QS cette contradiction-là, en fait. Ouais, ça fait longtemps, en fait. Puis un truc que je trouve qui est vraiment parlant dans toute cette saga, c'est que Vincent Marissal est passé sur plusieurs plateaux, plusieurs radios, machin. On a mis des extraits. Mais souvent, les journalistes, j'ai remarqué, lui demandaient « OK, c'est quoi qui t'a fait changer d'idée, tu sais? C'est quoi le point de rupture? » Patrick Lagacé lui a demandé ça, Patrick Masbourian lui a demandé ça. Puis il n'est jamais vraiment capable de répondre. En fait, il nomme plusieurs différents épisodes. Il parle d'Arun Boisy, il parle récemment, c'était la grève de la STM. On pourrait y revenir. Mais essentiellement, quand il parlait avec Patrick Masbourian, c'est vraiment parlant. Il a fini par avouer que ça date de 2018. 2018, c'est l'année de son élection. Marissal, il a mentionné, j'ai la citation, il y a beaucoup de gens dans ce parti qui ne sont pas passés à l'étape suivante en 2018, quand on a formé enfin un vrai groupe parlementaire, parce qu'ils considéraient que QS est d'abord un parti de militance et de la rue. Fait que c'est super parlant. En fait, depuis le début, il n'est pas d'accord avec cet ADN militant dont tu parlais, Julien, qui est à l'origine de QS. Il s'est fait amener dans le parti dans le but de changer ça. Il le dit lui-même, d'ailleurs, qu'il a essayé de changer le parti puis qu'il n'a pas réussi. Fait que son départ, ça ne sort pas de nulle part, là. C'est vraiment ce conflit-là entre l'essence anticapitaliste, anti-establishment de QS, qui est représenté surtout par la base, puis par des gens comme lui, comme GND aussi, qui veulent changer ça. Mais en fait, tu as dit comme GND, puis ça, c'est le point fondamental, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui... Dans le commentariat, dans les gens de gauche, dans QS, il n'y a personne qui explique vraiment ce qui se passe. C'est le gros, c'est le focus sur Vincent Marissal, son opportunisme personnel et tout ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'un gars comme ça qui dit « Ah, moi, je suis de gauche, mais je suis pragmatique, je veux faire des compromis, puis il ne faut pas lutter contre l'establishment. » Qu'est-ce qu'il faisait dans le parti d'Amir Kadir? Puis Amir Kadir, en 2010, je m'en rappelle comme si c'était hier, il y avait le magazine L'Actualité qui avait fait un reportage sur Amir Kadir. Il était dans les sondages le député le plus populaire du Québec à l'époque où il était le seul député de QS. Puis c'était parce qu'il détonnait de l'establishment. Il parlait de lutter contre le capitalisme. Il s'est jamais dit communiste ou marxiste et tout ça, évidemment, mais il parlait de lutter pour changer le système et tout ça. Puis ça connectait avec une certaine couche. Lutter contre les possédants. Ouais, c'est ça. Ouais. La classe dominante aussi, il avait ce langage-là. Puis ça connectait avec du monde. Ouais. Mais qu'est-ce que Vincent Marissal faisait là? Il a été amené dans le parti. Puis c'est ça le point, en fait. C'est la clique autour de Gabriel Nadeau-Dubois, depuis l'arrivée de GND en particulier, a, dans le dos du membership, de manière complètement malhonnête, tenté d'amener le parti à devenir soi-disant un parti de gouvernement, soi-disant plus pragmatique, plus présentable. La question, c'est présentable aux yeux de qui? Aux yeux de la classe dominante, aux yeux de l'establishment. Ouais. C'est vraiment fascinant ce processus-là, parce que dans les années avant que Marissal soit candidat dans Rosemont, j'ai trouvé des articles où QS, Manon Massé, par exemple, se fait demander « Ah, vous n'avez pas vraiment de candidature vedette, est-ce que ça vous dérange? » Puis elle répond genre « Ben, c'est pas important pour nous, c'est les valeurs, c'est les idées qui sont les plus importantes. Si ça n'attire pas des vedettes, c'est au billet, essentiellement. » Puis on voit vraiment un changement là, à partir de 2018. Puis c'est GND qui est arrivé l'année précédente, en 2017. C'est pas juste sa faute, mais il a un peu été le catalyste d'un saut dans ce processus-là. Puis il y a Marissal, puis il y a d'autres mondes aussi. Là. Il y a Mélissa Généreux, c'est une docteure qui avait été amenée pour être candidate dans le coin de Sherbrooke en 2022. Puis cet été, on a appris qu'elle considère se présenter pour le PQ. Ah ben, tabarouette. Il y avait toute une vague de ces genres de candidats vedettes, mais en fait, ce que c'était pas vraiment
sais, eux, ils considéraient ça comme une tentative d'être plus populaire, d'avoir, il y a une vedette, mais en réalité, c'était d'être plus populaire envers une certaine couche de la société qui accepte le statu quo, qui accepte les institutions, le Parlement, etc., comme Marissal l'a lui-même avoué, tu sais. Mm-hmm. Mais donc, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est notamment sous l'impulsion de GND puis la gang à côté de lui au sommet du parti, il y a eu cette tentative de faire de QS un parti différent, en fait, un parti social-démocrate, comme les autres, en fait, qui accepte le système, qui accepte les règles du jeu, qui joue le bon élève. Ça, c'était le langage de Catherine Dorion, et Amir Kadir disait ça aussi. Mais rendu là, c'est quoi la différence avec le PQ? Évidemment, la question les soi-disant questions d'identité, d'immigration et tout ça, mais le QS a juste l'air d'une version un peu plus à gauche du Parti québécois. Et d'ailleurs, ça se voit quand QS, en ce moment, parle de « le PQ actuel est donc bien loin de l'époque de René Lévesque, Gérald Godin », c'est comme... Fait que QS aujourd'hui, QS est le PQ des années 70. C'est ça. Est-ce que je sache, le PQ luttait pas contre le capitalisme? Non, c'est ça. C'est déjà un tournant par rapport au début de QS. Puis c'est pas juste les candidatures vedettes. À partir de ces années-là, de 2017, c'est quand GND rentre dans le parti. Autour de ces années-là, on voit, année après année, ils ont abandonné l'engagement qu'ils avaient à ne pas avoir recours aux mesures de marché pour lutter contre les changements climatiques. Ils ont abandonné ça. Maintenant, la bourse carbone, tout ça c'est bien. Ils ont abandonné la gratuité scolaire. Ils ont commencé à plier sur plein d'enjeux. Il y avait aussi la question de la laïcité, là, de la charte, puis tout ce genre de choses, qu'il y a eu une révolte des bases contre la position de la direction qui voulait plier aux arguments islamophobes, essentiellement. Fait qu'il y a eu toute une série de mesures comme ça sur lesquelles le parti a plié. Puis on en a parlé beaucoup à travers les années. Tu sais. Ça, c'est juste le point d'orgue de ce processus. Oui, exactement. Puis Vincent Marissal a le mérite de dire très clairement ce qui se passait au sommet du parti. Tu sais. Puis ça, je pense, c'est un point à faire aussi. Il y a personne dans le parti qui s'est vraiment battu contre ce virage-là, en fait. Mais on va y revenir dans un instant parce que je pense que ça nous amène à parler de c'est quoi la réponse de Québec solidaire, ou du moins de son leadership actuel à Vincent Marissal. Ouais. Je pense que certainement la réponse de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas la seule, là, mais celle-là, je la trouvais vraiment parlante, en fait, parce que Vincent Marissal, il a dit, à tout le monde en parle, qu'il faisait du recentrage, comme GND avait essayé. Essentiellement, il a dit, moi, j'étais du bord à GND, on voulait recentrer le parti. Puis là, GND lui répond, puis il lui a répliqué, c'est pas vraiment vrai, parce que dans ces années-là, t'étais pas vraiment de mon côté, t'sais. Mais il a pas du tout nié qu'il essayait de recentrer effectivement le parti. Il a aucunement touché à cette question de fond, la question politique. Il a juste comme critiqué Marissal du fait qu'il tord un peu le timeline des faits. Donc, il n'y a aucune critique politique. Mais c'est la même chose quand tu écoutes Ruba Gazal à la radio. Elle met l'accent sur « c'est vraiment une trahison, on se fait jouer dans le dos ». Puis quand les journalistes lui posent des questions, est-ce que Vincent Marissal a raison sur ses critiques politiques? Elle détourne la question. Elle veut pas répondre à la question. T'sais. Puis c'est toute la députation de Québec solidaire. C'est comme ça qu'ils ont répliqué, en fait. Mm-hmm. Ouais, il n'y a pas d'explication. Même Zanetti a dit c'est beau changer d'idée, on a le droit, mais il faut le faire de façon éthique. T'sais. Donc, ils se plaignent de la manière dont Vincent Marissal est allé jouer dans leur dos, parler avec PSPP. T'sais. Puis, c'est pas très loyal de faire ça, mais ça passe complètement à côté de l'essentiel qui est le débat de fond, en fait. C'est quoi Québec solidaire? C'est quoi leur programme? Qu'est-ce qu'ils défendent? Puis c'est là où on voit que le parti est perdu bien raide. T'sais. Moi, j'ai vu un commentaire sur Facebook qui disait QS est né de la volonté de mettre de côté les débats de la gauche et tout ça, les débats sectaires, stériles, puis de travailler ensemble pour obtenir des résultats pour la gauche. Je me dis, en fait, qui a mis ces idées de côté? C'est les gens de gauche, c'est les socialistes dans QS, les révolutionnaires, qui ont accepté de se rendre supposément plus présentables, de mettre de côté leurs idées plus radicales. Puis on voit que le conflit a eu lieu quand même. C'est-à-dire que le parti est parti en vrille parce qu'il y a une tension entre ça, l'idée, est-ce qu'on est, oui ou non, contre le capitalisme, contre l'establishment, ou est-ce qu'on veut jouer dans les limites du système, accepter le système, puis au mieux obtenir des petites réformes. Puis je pense qu'on a insisté sur le fait qu'il y a eu un changement qualitatif autour de GND, de l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois dans le parti. Puis c'est vrai, mais ça existait avant, tu sais. Même sous Amir Kadir, sous Françoise David,
on voyait cette pression-là. Françoise David, en 2014, disait « Ah, c'est bien beau l'idéalisme, mais il faut être dans le réel, on est pratique plutôt. » Puis même Amir Kadir, il disait « Ah, on a choisi le Parlement parce qu'on est des réformistes, parce qu'on croit au principe de réforme. » Fait que tu voyais comment il y a cette tension-là entre être ouvertement anticapitaliste contre le système, pour la classe ouvrière, contre les patrons, puis dire « Ah, ben on va faire selon les règles du jeu. » Donc c'est une tradition de longue date, et le problème, c'est que Ruba Ghazal, Solzhenitsyn, ils n'ont pas de réponse à cet argument-là d'être pragmatique, tout ça, de mettre de côté le radicalisme et tout. T'sais. Ouais, ben c'est ça le problème avec où QS en est en ce moment, c'est qu'essentiellement, il y a eu une conspiration de la part d'une aile de droite dans la députation, GND et compagnie, pour modérer, recentrer, Labour Party-iser QS, ou NPD-iser QS. Ouais, NPD-iser. Le monde n'aimerait pas ça, mais c'est vrai. Ben, c'est un petit peu ça qu'ils ont essayé de faire. Ouais, puis l'affaire, c'est que leur conspiration, elle a échoué parce que les gens ont résisté. Mais c'est qui reste? Il reste les militants dont tu parlais qui, depuis longtemps, ben, c'est pas juste ça qui reste, mais il y a cette faction de militants qui, depuis longtemps, eux aussi, sont pas très, très clairs sur qu'est-ce que ça devrait être QS. Ils sont un peu sont assis entre deux chaises, là, un petit peu, tu sais. Puis la dichotomie dont tu parlais, est-ce qu'il faut qu'on soit pragmatique et réaliste ou est-ce qu'on peut être radical? Ça, c'est une fausse dichotomie, en fait, qui sont pas capables de naviguer. Ils sont tout le temps pris entre on veut encore nos idées radicales, mais en même temps, il faut qu'on soit pragmatique. Mais en réalité, si tu es capable de bien expliquer les sources de la crise actuelle, c'est-à-dire le système capitaliste, d'expliquer, c'est des idées radicales, mais si tu es capable de bien l'expliquer, tu vas enthousiasmer les gens, tu vas devenir plus populaire, tu vas connecter avec ce mood anti-establishment que QS n'est pas capable en ce moment de connecter avec, et ça va marcher. Ça va marcher. Fait que la tentation de la modération puis pour pouvoir se rapprocher du pouvoir, c'est une fausse solution, en fait. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils réalisent, en fait. Ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Mais juste avant de commenter là-dessus, je veux revenir sur un truc que tu as dit juste avant, c'est-à-dire que la conspiration, l'idée d'amener le parti vers la modération, je dirais ça n'a pas marché, et ça a marché, en fait. Parce que QS est devenu plus modéré, plus soi-disant plus présentable et tout ça. Puis je le disais tantôt, personne n'a résisté. Là, tu as Amir Kadir aujourd'hui, hier plutôt, il a fait un post sur Facebook que j'ai ici, un long post, honnêtement difficile à suivre. Surtout au début, il défend les structures de QS. Puis ça, honnêtement, les structures, ça intéresse personne. Mais quand il vient à parler du contenu, il dit essentiellement que QS devrait défendre le socialisme. Puis sa défense n'est pas top. Là. Il dit en ce moment, il faut gérer le capitalisme, mais en même temps avoir l'objectif du socialisme. C'est ça qu'Amir Kadir dit dans son post. Ouais, ce qui est une erreur, mais au moins il défend le socialisme. Oui, c'est ça. Il dit faut pas renier notre radicalisme et tout ça. Faut être socialiste. Je suis comme, mais il était où ces propos-là dans les 8 dernières années? Exact. Les gens comme Amir Kadir ils ont soit participé, ou soit ils ont laissé ça arriver, en fait. Ouais, ils ont une responsabilité. Là. Amir Kadir, c'est pas n'importe qui. Là. Non, c'est pas un Joe Blow. Là. Il y a de l'influence dans QS. S'il avait dit ces choses-là, dès le début, dès les premières fois que, je sais pas, GND ou peu importe qui tentait de recentrer, il aurait pu bloquer ça. Il y a un rôle pour le leadership dans un parti comme ça. Ouais, puis aussi, je suis sûr que l'argument, c'est « Ah, mais là, on voulait pas créer de la zizanie dans le parti, tu sais. » Ouais, ben voilà le résultat. Il y a de la zizanie, puis le parti est dans un cul-de-sac. T'sais. Ce débat-là allait avoir lieu sous une forme ou sous une autre. Mais le dernier point que tu as fait est vraiment, vraiment important parce que peut-être quelqu'un qui nous écoute peut dire « Ah, c'est ça, bon, le PCR, ils veulent juste que QS reste un petit parti marginal et tout ça, ou que la gauche reste marginale. » Non, ça n'a rien à voir. Nous, le Parti communiste révolutionnaire, on pense fermement que la critique du système capitaliste, comme tu as dit, dans un langage clair, compréhensible, une dénonciation sans détour du patronat québécois, du Conseil du patronat, du Québec Inc., puis une accusation claire contre le système capitaliste, ça serait populaire. Puis les idées socialistes seraient populaires. On le voit à New York avec Zoran Mamdani, que, je veux dire, il est pas... il y a des failles dans son programme, mais son approche était claire d'être ouvertement socialiste, assumé. Tu sais, QS parle d'une gauche assumée. Ça veut absolument rien dire, puis c'est ça qu'on voit en ce moment. Mais les idées socialistes sont populaires quand elles sont expliquées de manière claire, concise, c'est possible. Donc non, c'est absolument une fausse dichotomie.
Puis QS, ça n'a pas du tout marché, la modération, en fait. Il y a déjà un parti nationaliste modéré, puis c'est le Parti québécois. Puis je suis sûr. En fait, QS est coincé au sens où ils sont pas assez indépendantistes aux yeux des nationalistes, purs et durs, ou des indépendantistes, puis pas assez à gauche, pas assez anti-establishment pour le monde qui est vraiment fâché contre le système. Donc non, c'est une fausse dichotomie, en fait. Les idées de lutte contre le système, de prendre le bord des travailleurs, de proposer des solutions socialistes, ça pourrait marcher. Puis honnêtement, comment faire pire qu'en ce moment avec ce que QS a? C'est ça. Puis je pense que j'aimerais dire quelque chose quand même, c'est que, comme on a dit, c'est un processus que ça fait plusieurs années, même des décennies, que c'est en train de couver à l'intérieur de QS. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être choqués par le départ de Marie-Salle, mais il y a certaines personnes qui ont critiqué depuis longtemps qu'est-ce qui se passait, qui l'ont vu venir, et c'est le PCR, c'est nous. Ça vaut la peine qu'on le mentionne, tu sais. En 2021, par exemple, j'ai un article qu'on avait publié, Crise au sein de QS, la direction tente de faire taire la dissidence. C'était dans le contexte, il y avait un conflit avec un comité à l'intérieur du parti, peu importe. Puis ils accusaient, dans le fond, la droite du parti accusait ces comités-là d'avoir infiltré, tu sais, la gauche radicale avait comme infiltré le parti, puis c'est ça qui allait nous plomber, etc. Nous, on écrivait, le parti a été infiltré, pas par la gauche radicale, mais par une clique professionnelle de réformistes qui travaille à éliminer petit à petit les traditions anticapitalistes et radicales de QS. Effectivement, c'est un secret de polichinelle au sein du parti qu'avec l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois en 2017 comme sauveur, la direction a connu des changements profonds et a approfondi son virage vers la modération. Ça, c'était avant qu'il parle de son truc pragmatique, puis machin. On l'a vu venir. Et on écrit « Cette trajectoire réformiste de QS qui cherche à rendre le parti réaliste, entre guillemets, est dangereuse quand il s'agit essentiellement de désarmer le parti face à l'offensive capitaliste. » Ben, moi, quand j'ai lu ça, je me suis rappelé Sol et Ruba devant Mathieu Bock-Côté, puis ils étaient pas mal désarmés. C'est à ça qu'ils avaient l'air. Fait que je pense, c'est mot pour mot ça qui est arrivé, il faut être honnête. Ouais, non, il y a 2 points ici. C'est effectivement le PCR, qui était anciennement l'ARIPA socialiste. On était longtemps impliqués autour de Québec solidaire, impliqués dans ces débats-là. Et on était à peu près les seuls à parler publiquement de ce conflit-là dans le parti au moment où tout le monde disait « Non, de quoi vous parlez? Il n'y a pas de recentrage. Arrêtez de brasser la cage, tu sais. » Ben voilà, on est arrivé où Vincent Marissal dit tout haut ce que tout le monde savait, mais dont personne ne parlait. Je dirais, sauf nous, je pense qu'on a le droit de dire ça. Donc, oui, ça confirme tout ce qu'on explique dans une série d'articles depuis des années. J'en mettrai quelques-uns, je m'assurerai que quelques-uns soient dans la description de cet épisode-ci, parce que ouais, c'est important de rappeler que c'est un processus de longue date, en fait. Puis, ouais, je pense que ça peut nous amener vers un autre point qui est, c'est-à-dire les perspectives pour Québec solidaire, leur relation avec le Parti québécois. Est-ce que tu aurais des choses à dire là-dessus pour nous lancer? Ouais, ben je pense que le problème principal de QS, ben tantôt tu parlais du fait qu'ils sont ni assez convaincants pour les militants, pour enthousiasmer les gens, mais ni assez modérés pour aller chercher les péquistes hardcore. Ben c'est vrai, mais essentiellement ce problème-là, il se résume au fait qu'ils sont pas capables de faire des arguments avec la colonne, tu sais, avec confiance. Puis l'exemple que j'ai mentionné du plateau, tout le monde en parle, Mathieu Bock-Côté, c'est vraiment ça qui est arrivé, tu sais. Mais ça s'applique aussi à leur critique du PQ. En gros, puis on en parlait dans le dernier épisode du podcast sur l'immigration. J'invite les auditeurs à l'écouter s'ils l'ont pas écouté. En gros, la critique de QS du PQ, c'est de dire « Ah, vous êtes raciste ». Essentiellement, puis vos attaques envers les immigrants, tu sais, il y avait cette caricature, vous voulez pas avoir d'immigrants au Québec. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils n'utilisent pas souvent le terme racisme, mais ils disent qu'ils sont pas assez inclusifs. C'est ça. Puis ils insistent sur ça, puis c'est comme juste ça qu'ils ont à dire, mais c'est pas super convaincant, pour être honnête, parce que c'est un peu moralisateur. Ils s'en tiennent, c'est ça que je voudrais dire, en fait, ils s'en tiennent à des arguments moraux, mais ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas d'explication pour dire aux gens, oui, ça va mal, oui, votre épicerie coûte plus cher. Oui, vous avez des soucis, je sais pas, l'austérité, peu importe. Voici la cause. La cause, c'est le système capitaliste. Les investisseurs, ils veulent avoir des cadeaux pour investir. Ils veulent couper dans les impôts. Ils veulent pas financer le filet social, etc., etc. Fait qu'il manque de cette base à leurs arguments qui leur permettrait d'être bien plus convaincants. Et donc, ils sont réduits à, c'est ça, des genres d'arguments un peu moralistes. Puis ça convainc pas grand monde. Ouais, non, je pense que ça, c'est
le discours, nous, on veut un Québec inclusif, puis le PQ est pas inclusif. Ça parle. Pour être clair, c'est bien l'inclusivité, là, mais c'est un peu abstrait. Ouais, qui est contre la vertu? Puis c'est ça que le PQ dit, sure, oui, être inclusif. Puis répète, on n'est pas contre l'immigration en général, on veut réduire les seuils parce que si, parce que ça. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit au dernier épisode. Ton argument est comme démonté. Ouais, ça tombe complètement à plat. Puis le PQ, d'ailleurs, juste dans les dernières 2 semaines, a donné plein d'occasions d'exposer le caractère de classe du parti, en fait. Parce que c'est ça la voie à suivre pour un parti comme QS ou pour combattre, pour exposer un parti comme le PQ. Pendant la grève de la STM, d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, Vincent Marissal a dit pour moi, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est notre position sur la grève à la STM. C'est comme, oh mon Dieu, QS n'a pas suivi la CAQ, les libéraux et le PQ à dire il faut limiter le droit de grève. Quelle position inacceptable. Puis ça, il faut pousser contre ça, là, c'est-à-dire l'establishment médiatique, les autres partis ont comme réussi à dépeindre QS comme contre le monde ordinaire de Montréal. À un moment donné, là, ça va faire. Là, QS a bien des problèmes, mais de prendre le bord des travailleurs et de dire la faute pour la grève, c'est le sous-financement et tout ça, c'était bien correct. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment un bon exemple, ça, parce que toutes les attaques comme quoi que la grève de la STM était responsable des déboires des gens ordinaires de Montréal, c'est vraiment un tissu de mensonges. Là, comme s'ils sont en grève, c'est parce qu'il y a du sous-financement, c'est parce que les transports publics sont pas bien c'était leur première grève en 38 ans pour les chauffeurs. Là, c'est ça, ils ne le font pas pour le plaisir, certainement. Mais donc, tu as ce tissu de mensonges qui est nourri par les chroniqueurs, par les grands médias, par la CAQ, etc. Et tu vois que quelqu'un comme Marissal, puis certainement d'autres personnes dans QS, je pense, sont inconfortables face à cette pression de l'establishment. C'est ça que c'est. Ils sont pas confortables face à la pression de l'establishment parce qu'ils n'ont pas des idées claires qui leur permettraient de résister, puis même de répliquer, puis à leur tour de faire changer l'opinion publique dans un autre sens. D'ailleurs, c'est aussi un problème dans les syndicats, mais ça, on va en parler plus tard dans l'épisode. Mais oui, c'est ça. Fait que je trouve que c'est vraiment éclairant, là, cet événement-là. Ouais, mais donc ça aurait été une occasion de vraiment aller à l'offensive, de dire, voyez, le Parti québécois prend le bord du patronat, comme les libéraux, comme la CAQ. Puis il continue, d'ailleurs. Le PQ, ces temps-ci, là, il y a on va en parler dans un instant, évidemment, la manif qui se prépare pour dimanche, les projets de loi de la CAQ pour s'ingérer dans les finances des syndicats. Donc, le PQ, essentiellement, était pour trouver un moyen de briser la grève des employés de la STM. Puis là, Magali Picard de la FTQ parle de paralyser le Québec et tout ça, a des gros mots pour la CAQ. Puis le PQ dit « Ah, non, ça va trop loin. » C'est pas raisonnable. Oui, c'est ça. Puis on co-signait une motion au Parlement hier ou avant-hier qui dénonçait les propos incendiaires de Magali Picard. Voyons. Mais tout ça pour dire que ça montre c'est quoi le PQ aujourd'hui. C'est un parti qui, une fois au pouvoir, prendrait le bord des patrons. Comme il l'a fait plusieurs fois dans son histoire. Oui, vas-y. Juste pour dire, pour donner le crédit où il revient, QS n'a pas voté en faveur de cette motion. Puis Alexandre Leduc, il a même ouvertement dénoncé le PQ. Mais ça montre qu'ils sont capables de faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font juste de temps en temps, puis de toujours un peu à demi-mot, j'ai l'impression. C'est pas leur stratégie principale, mettons, d'insister sur la ligne de classe, alors que ça devrait l'être, puis ils auraient beaucoup plus de succès, je pense. C'est ça, c'est une question d'intensité, c'est une question de ton, c'est une question d'être consistant dans ta critique. Mais c'est une question aussi d'avoir un compas politique, tu sais. Puis parce qu'ils n'ont pas une analyse de classe claire, une perspective de classe, ben ils ont constamment l'impression de marcher sur des œufs, de vouloir plaire à tout le monde. Puis là, ils se concentrent sur le PQ n'est pas assez inclusif. Tout ça, puis même Sol Zanetti disait les propos de PSPP sur l'immigration, sur la laïcité, ça donne un coup de hache dans l'unité du camp du oui, tu sais. Le camp du oui à un éventuel référendum, tu sais, mais le point, c'est que oui, un camp du oui serait divisé sur des lignes de classe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire du Québec un Québec indépendant, capitaliste, avec sa propre monnaie, qui soumet au marché financier, tout ça. Puis PSPP, il l'avoue essentiellement. Là, récemment, il disait qu'il veut faire du Québec indépendant un environnement d'affaires des plus intéressants au monde. Ben oui, ça veut dire quoi? C'est le langage de la classe dominante. C'est le langage de la classe dominante. C'est baisser les impôts, couper dans les régulations pour que les investisseurs soient contents de venir investir puis faire le plus de profit possible. Donc, le camp du oui, il est déjà divisé. Puis si on n'expose pas ça,
on est en train de laisser toutes sortes de gens indépendantistes à la remorque des capitalistes québécois, en fait, du système capitaliste. Puis ça, je pense que ce sera quelque chose à surveiller parce qu'il y a effectivement au Québec comment je dirais, une humeur indépendantiste, favorable à l'indépendance chez les jeunes, ce qui selon tout ce qu'on en sait, semble vraiment exprimer, c'est ça, une recherche de changement, de rupture avec le statu quo, d'être tanné des problèmes de la société, puis de chercher une solution. Fait qu'il y a quelque chose de très progressiste là. Dont qu'il va falloir garder à l'œil. On en reparlera une autre fois, mais il y a cette contradiction-là avec le fait que c'est le PQ qui risque de prendre le pouvoir avec un programme qui n'a rien à voir avec ces aspirations-là, en fait. Vraiment pas. Donc, on verra comment cette contradiction-là va se développer, mais QS est vraiment coincé parce que tout ce qu'ils font, c'est ça, critiquer le PQ, vous n'êtes pas assez inclusif, ça connecte avec personne, puis ils n'ont pas vraiment le guts de critiquer le patronat, l'establishment, tout ça. Puis comme tu as mentionné tantôt, tout le monde en parle. Honnêtement, c'était un peu gênant comment Mathieu Bock-Côté a planté les animateurs de Radio-Canada. Honnêtement. Ouais, mais même après, tu sais, quand les Rubas sont venus sur le plateau, puis qu'ils étaient là en même temps que Mathieu Bock-Côté, puis là, à un moment donné, Guy Lepage demande à Sol Zanetti, tirez-vous les mêmes conclusions de 1995 que Mathieu, puis il dit, non, en tout respect, non, j'ai pas... Fait que c'est cette espèce, c'est pas juste le fond, ce que dit QS, mais c'est comment ils disent. C'est ils ont juste l'air mou, pas de collant. Versus Mathieu Bock-Côté, qui à son crédit il est clair, puis il attaque ses adversaires, il rentre dedans, puis il est populaire, on va pas se le cacher, tu sais. Bref, c'est aussi dans la forme, tu sais, n'en déplaise à Vincent Marissal, qui est, je veux dire, il est beige comme un sofa, tu sais, il est pas il inspire personne. Mais non, c'est ça qui marche, tu sais. Puis c'est pas pour rien que Amir Kadir était le député le plus populaire en 2010, que Catherine Dorion était de loin la députée de QS la plus populaire en 2018-2019, tu sais. Puis j'ai bien les critiques des deux. Mais c'est ça qu'il faut, un peu de mordant contre l'establishment, le système. Puis ça connecterait. Souvent, tu vois dans les commentateurs politiques professionnels, là, souvent, il y a comme une genre d'obsession sur la manière de communiquer, là, vraiment. C'est Zoran Mamdani, il est charismatique, c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais c'est vrai que c'est important, l'attitude, mais l'attitude, elle vient de tes idées, en fait. Si tu as des idées claires et radicales, tu vas sonner plus mordant, comme on disait. T'sais. Puis juste un autre point sur la critique du PQ par QS, qui n'est pas très convaincante. T'sais, ils insistent beaucoup sur le fait que QS, ça est pas assez, que le PQ n'est pas assez inclusif. Puis ils parlent d'un virage, comme si c'était récent, en fait. Mais ça fait vraiment longtemps que le PQ fait ça. Genre sous Jean-François Lisée, il avait dit dans un événement partisan, je suis tanné de voir des niqabs partout. Puis toutes sortes de stupidités comme ça. C'est pas vraiment nouveau là, que le PQ fait ça. Et pourtant, il continue parce qu'il y a personne qui est vraiment capable de les planter avec des bons arguments en faisant ressortir la ligne de classe. Tu vois que c'est ça qui manquait à l'époque et c'est encore ça qui manque maintenant. Ouais, en fait, c'est ça, t'as raison, il parle de virage identitaire du PQ, c'est comme, vous étiez où depuis 12 ans, tu sais? Puis en fait, moi, je dirais, c'était bien pire avant, tu sais. Au moment où QS, il n'a pas opposé aucune résistance, qu'il y avait la soi-disant charte des valeurs, les niqabs partout, Jean-François Lisée qui parlait dehors, faut avoir une discussion sur bannir le burkini, tu sais, c'était n'importe quoi, puis QS n'a pas résisté à ça. Puis maintenant, en fait, le discours de PSPP est pas mal plus poli là-dessus, pas mal plus, tu sais, il donne l'impression, tu sais, surtout sur l'immigration, c'est pragmatique, tout ça, tu sais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit la dog whistle politics, il y a beaucoup moins de ça en ce moment. Puis c'est là que QS se réveille, c'est pas assez inclusif, tu sais, comme ça connecte avec personne. Exact. Puis c'était bien pire avant quand vous avez rien dit, tu sais. Fait que, non, faut jamais parler trop vite, hein. Il y en a beaucoup qui considéraient le PQ comme mort et enterré. Le voici revenu d'entre les morts. Il y en a beaucoup qui annoncent la mort de QS. Je pense pas qu'il faut aller là, en fait. Il peut y avoir toutes sortes de surprises en politique, mais c'est sûr qu'en ce moment, ils ont l'air bien coincés parce qu'ils ont pas une perspective de classe claire. Puis si t'es indépendantiste, tu vas voter pour le PQ. Donc, puis c'est ça qui manque. Puis je pense que tu as fait un bon point quand tu as dit, le mordant, la confiance, ça vient avec les bonnes idées, tu sais. Puis il manque un compas à Québec solidaire. Puis ce compas-là, ça devrait être les idées, une perspective de classe, une perspective de... Les patrons n'ont pas les mêmes intérêts que nous, tu sais. Il n'y a pas un Québec, il y a deux Québec. Le Québec du Québec Inc. des patrons, puis le Québec du monde ordinaire, tu sais. C'est ça qu'il faudrait, tu sais. Exact. Puis je suis sûr qu'il y a certains auditeurs qui doivent se dire, ouais, mais c'est pas facile de faire ces arguments-là. Les gens, ils trouveraient ça un peu choquant, etc. Mais si tu les fais jamais, tu vas jamais changer l'opinion publique. Il faut que tu commences par défendre des idées claires, puis éventuellement, ça va connecter de plus en plus. T'sais. Si tu le fais juste
par-ci par-là, ça va jamais fonctionner. Puis ce serait pas si difficile que ça de faire ces arguments-là. Crise du logement, c'est la faute à qui? Les spéculateurs, les grandes compagnies de construction. Il y a de moins en moins de mise en chantier de nouveaux logements. C'est de là qu'elle vient la crise du logement. C'est pas compliqué, tu sais. Vous dites que c'est la faute des immigrants. Non, regardez, spéculateurs, compagnies, etc. Puis sur chacun des enjeux principaux qui vraiment font vibrer les gens, tu expliques les choses comme ça marcherait très bien. Mm-hmm. Ouais. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour pour Québec solidaire, la crise, le nouvel épisode de la crise déclenchée par le départ de Vincent Marissal. Je pense qu'on a fait les principaux points. En fait, peut-être un petit dernier. La base militante, là, elle a le dos large en tabarnouche parce que, quelle base militante? Plein de gens sont partis. Puis de deux, quand la base militante était la plus active, motivée, c'était autour de 2018, quand le parti avait eu son meilleur score, le meilleur score de son histoire. Fait qu'en fait, la gang autour de GND a fait fuir une grosse partie de la base militante. Mais ça, c'est pas assez pour Vincent Marissal qui dit « Ah, ça va. On est prisonnier, paralysé par notre base. » Fait que ce monde-là sera jamais content de QS tel qu'il est. Puis peut-être que le départ de Vincent Marissal, de Christine Labrie, puis peut-être une défaite résonante aux prochaines élections pourrait changer les choses. Puis on sait jamais. Il pourrait avoir des nouveaux visages au parti qui changent la direction. Mais bref, non, ça n'a rien à voir avec la soi-disant base militante. Mais oui, dans QS en ce moment, il y a un gros malaise puis une crise. Je pense parce qu'il n'y a pas d'explication, en fait. C'est un peu comme si, Vincent Marissal, c'est un individu isolé. Non, c'est pas un individu isolé. C'est le produit de tout ce processus-là dans QS. La tentative du leadership d'amener le parti vers le centre, vers la modération. Ça a échoué. Mais ce qu'il faut, c'est revenir à une authentique perspective socialiste. C'est ça la voie à suivre. Et donc, oui, si on veut chasser les éléments du parti comme Vincent Marissal, qui n'aurait jamais dû être là de toute façon, en fait. Ouais. Donc, cela dit, je pense qu'il faut qu'on parle du mouvement syndical. Puis c'est relié, parce qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a aussi des problèmes. Mais donc, peut-être l'endroit où commencer, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a une manif ce dimanche à Montréal, une grosse manif. C'est samedi, en fait. Samedi, pardon. Ouais. Manif intersyndicale. Le PCR, on va être là aussi, avec un contingent communiste, évidemment. On a publié un article là-dessus en vue de la manif hier sur notre site. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais tout ça, c'est en réponse notamment à 2 projets de loi. Plutôt une loi, la loi 14, qui va entrer en vigueur la semaine prochaine. Et le projet de loi 3, notamment sur les cotisations syndicales. Je pense que le premier point, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ces projets de loi-là. Veux-tu nous lancer là-dessus? Oui, clairement. Fait que, le contexte général, c'est que la CAQ risque de... c'est presque impossible qu'ils gagnent les prochaines élections. À moins d'un gros revirement. Des fois, il se passe des choses dans l'histoire, mais ce serait vraiment étonnant. Puis, c'est comme, ils n'ont plus rien à perdre, donc ils mettent en place leur vrai programme, là, c'est-à-dire l'austérité, puis attaquer les syndicats. C'est vraiment, ils sont en mode, ils ont fait des coupes en éducation, etc. Puis là, les 2 lois que tu as parlé, c'est leurs attaques sur les syndicats. Fait que, premièrement, la loi 14, c'est quoi? C'est similaire, c'est que le gouvernement du Québec veut se doter de des mesures similaires, des pouvoirs similaires au fédéral, quand ils utilisent la fameuse clause 107 du Code du travail pour décréter, sans même passer par des lois spéciales, juste décréter la fin des grèves. On l'a vu utiliser contre les agents de bord d'Air Canada. Elles ont défié, d'ailleurs, on pourra en reparler. Mais contre plein de syndicats là, qui étaient plus de vocation fédérale. Donc, c'est une loi qui permettrait au gouvernement de décréter qu'une grève est terminée parce que ça a un trop gros impact, soi-disant, sur la population et il pourrait forcer l'arbitrage, en fait. Ça leur permet aussi de décréter c'est quoi les services essentiels et qu'ils pourraient toujours élargir. Ah non, vous d'accord, vous pouvez continuer votre grève, mais les services essentiels, c'est rendu tout ça maintenant. Fait que, tu sais, vraiment limiter le levier des syndicats. Puis cette loi-là, c'est vraiment une grave attaque parce que, dans le fond, ce serait une épée de Damoclès toujours en haut de la tête des grévistes. Parce que tu te demandes, OK, on veut construire un levier contre le patron, on veut faire la grève, mais ils vont peut-être juste annuler notre grève si on la fait. Si notre grève a trop de succès, ça va devenir un problème. Fait que c'est comme, même s'ils ne l'appliquent pas, c'est déjà un problème, en fait, simplement que cette loi-là existe. Les employeurs, eux, ils n'ont pas besoin de négocier. Ils ont rien besoin de s'asseoir sur leurs mains, puis éventuellement, le gouvernement va mettre fin à la grève. Tu sais. C'est d'ailleurs ce que le patron d'Air Canada, le fameux Michael Rousseau, il avait dit cet été. Il avait dit oui, on s'attendait à ce que le gouvernement fédéral
utilise l'article 107 du Code du travail. Les patrons s'attendent à ce que la grève soit brisée par le gouvernement. Fait qu'effectivement, c'est la loi 14, c'est à ça que ça va servir. Puis c'est d'ailleurs, on a parlé de la grève des travailleurs de la STM. C'était ça le but, en fait. La CAQ voulait devancer l'application de la loi 14 pour freiner la grève des travailleurs de la STM. Donc, effectivement, ça va devenir, comme tu l'as dit, j'ai rien à rajouter, l'épée de Damoclès au-dessus des syndicats. C'est quoi la loi 3 maintenant, le projet de loi 3? C'est ça. Fait que la loi 3, en gros, c'est le gouvernement qui vient s'ingérer dans les pratiques des syndicats, en particulier sur les questions financières. Fait qu'il y a deux aspects. Le premier aspect qui est peut-être le moins controversé, mais qui est quand même grave, c'est que ça forcerait les syndicats à avoir recours à des audits ou un autre truc, la vérification financière, en gros, avec des comptables pour leurs états financiers. C'est quelque chose que la plupart des syndicats font déjà, honnêtement, mais ça met des barèmes assez stricts. Puis certains plus petits syndicats pourraient être forcés de débourser des grosses sommes pour pouvoir embaucher les comptables, tout ça. Ça ralentirait beaucoup leur procédure, puis même ça leur coûterait cher, fait qu'ils devraient peut-être même augmenter les cotisations syndicales. Donc, sous prétexte de transparence financière, ça met des bâtons dans les roues des syndicats. Mais l'autre affaire qui est vraiment plus controversée dans cette loi-là, c'est que ça rendrait une partie des cotisations des syndiqués facultative, la partie en particulier qui est utilisée pour contester des lois, contester des décrets du gouvernement, soit disant la partie plus politique des cotisations syndicales. Puis, c'est problématique, probablement parce que c'est important que les syndicats se mêlent de politique. C'est pas vrai qu'ils ne devraient pas se mêler de politique, on pourra en parler. Mais l'autre affaire, c'est que la façon qu'ils proposent ou la façon que la loi forcerait les syndicats à procéder, c'est qu'à chaque fois qu'ils voudraient utiliser de l'argent pour une cause soi-disant politique, pour comme contester une loi, il faut qu'ils passent à travers d'un processus compliqué de comme au moins 4 jours, essentiellement, de vote. Les gens peuvent voter sur s'ils sont d'accord ou non qu'on utilise la cotisation comme ça. On a besoin de penser, qu'est-ce qui arriverait s'il y avait une loi spéciale qui était utilisée contre un syndicat? Ils seraient obligés de mettre en pause leur grève pour savoir s'ils sont même d'accord de contester la loi devant les tribunaux parce que ça va coûter de l'argent. Ça met des bâtons dans les roues des syndicats à tous les niveaux essentiellement, puis ça s'ingère dans leur fonctionnement. Mais je pense que si on veut le résumer, c'est le gouvernement qui essaie de mettre des bâtons dans les roues des syndicats pour les empêcher de se mobiliser, en fait. Parce qu'il donnait, par exemple, le cas de la FAE qui participe à la poursuite ou au recours en justice au sujet de la loi 21, la fameuse loi sur les signes religieux, puis ils disent « ça, les syndicats, c'est le genre de truc qu'ils ne devraient pas faire ou de moins qu'ils devraient soumettre à ce long processus-là. » Fait que c'est vraiment une tentative d'empêcher les syndicats de se mobiliser sur des enjeux politiques. Puis ils disent, ah oui, la partie qui traite des enjeux de négo et d'intérêts immédiats, ça c'est correct. Puis ce qui est politique, c'est facultatif. Mais des fois, elle est où la ligne, tu sais? Puis évidemment, les organisations de la classe ouvrière, on devrait, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le droit de participer dans des manifs sur l'environnement, contre l'austérité, en général. Donc, c'est ça, la CAQ essaie de limiter ça. Puis c'est une demande de longue date du patronat québécois, du patronat dans tous les pays, évidemment, mais le patronat au Québec, ça fait longtemps qu'ils sont tannés, entre guillemets, des syndicats québécois, qui disent que les syndicats sont trop forts et tout ça, et qui veulent affaiblir le mouvement syndical québécois, qui est plus fort qu'ailleurs. Le taux de syndicalisation au Québec est plus élevé qu'au Canada anglais, beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis, évidemment. Puis ils n'aiment pas ça, en fait. Puis ça fait longtemps qu'ils n'aiment pas ça. Puis là, tu as la CAQ qui, comme tu as dit, dans sa dernière année au pouvoir, ils n'ont rien à perdre, ils vont se faire tasser dans un an anyway. Ils se disent, tant qu'à y être, faisons la sale job pour les patrons. C'est ça qui se passe. Donc cette loi-là vise à affaiblir les syndicats. J'aimerais qu'on revienne sur une couple d'aspects du projet de loi dans un instant. Mais parlons de la réponse du mouvement syndical. Donc, ouais, Simon, qu'est-ce qu'ils répondent les syndicats ou les directions syndicales à ces lois-là? Je pense que le meilleur exemple, c'est les déclarations de Magali Picard, la chef, la présidente de la FTQ. Donc, la semaine passée, elle était au congrès du syndicat des métallos et elle a dit dans son allocution que les syndicats allaient partir en guerre contre la CAQ, contre le gouvernement sur cette question-là, que c'était une menace aux syndicats, etc. Là, tu sais, toutes sortes de langage très, très combatif.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, partir en guerre? Ben, elle a dit bien des affaires. Mais une des choses qu'elle a dit, c'est qu'elle envisageait pour le 1er mai une grève sociale. Pas trop clair que ça veut dire une grève sociale, mais c'est une bonne idée d'utiliser, sont nombreux, les syndicats, c'est d'utiliser le levier. Faire une grève pour le 1er mai, c'est excellent. Puis partir en guerre contre le gouvernement, contre ces mesures-là, on est d'accord. Ben en fait, on va le dire, c'est la CAQ qui a déclaré la guerre. Dans ces mots-là, François Legault a dit qu'il était prêt à faire la guerre aux syndicats. T'sais. C'est ça. Puis maintenant, le gouvernement il passe une motion pour dire « Ah, ils sont donc pas raisonnables, ils vont parler de paralyser le Québec. » C'est qui a commencé, là? En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce que les syndicats ont répondu. Mais Magali Picard aussi, elle a aussi répondu autre chose, que dans le fond, c'était très grave, ces lois-là. Et la seule, ça c'est ses mots, la seule opportunité qu'on a pour changer ça, c'est les élections d'octobre 2026. Il faut que un autre parti prenne le pouvoir et que ce parti-là, peu importe lequel, s'engage à enlever ces lois, la loi 14 et la loi 3. Et comme la seule option, c'est les élections, ben, le gros de leur mobilisation, ça va être une campagne de lobby politique. Ils vont envoyer des délégués syndicaux partout au Québec pour aller rencontrer les députés de l'opposition. Ça veut dire qui? Ça veut dire QS, mais ça veut dire le PLQ, puis ça veut dire le PQ aussi. Aller les rencontrer pour essentiellement les convaincre que s'ils prennent le pouvoir, ils devraient enlever ces lois-là. Je pense qu'on peut dire que c'est pas la meilleure des stratégies. C'est un euphémisme, parce que c'est maintenant que ces lois-là sont appliquées. Pourquoi attendre aux prochaines élections pour qu'il y ait une chance qu'elles soient enlevées? Il faut forcer le gouvernement à les enlever. Puis aussi, commencer à faire confiance que le PLQ et le PQ vont effectivement aider les travailleurs, retirer ces lois, etc. Je pense pas qu'on peut leur faire confiance. Mais il y a aussi... c'est une grosse contradiction parce que ce radicalisme verbal, on est en guerre, grève sociale, tout ça. Puis la manif, c'est un bon point de départ, on s'entend. Mais oui, ça contraste avec la suite. Puis dans son discours, c'est intéressant, elle dit je comprends qu'il y a des gens ici dans la salle qui voulaient arracher la tête à PSPP pour sa déclaration sur les travailleurs de la STM. Quand PSPP était sorti, lui aussi, en parlant de prise d'otages, puis que les syndicats allaient trop loin. Puis elle dit essentiellement à ses membres de se calmer pour favoriser le dialogue social. Puis il y a le congrès de la FTQ cette semaine. Puis si j'ai bien compris, QS, le PQ et les libéraux sont invités à venir parler au congrès. Je pense, les libéraux, leur réputation est plus à faire en termes de ce qu'ils ont fait au mouvement ouvrier au fil des décennies. Mais le PQ, c'est la même chose. On parle du Parti québécois, de PSPP, qui a fait exactement ces déclarations-là, dont Magali Picard reconnaît la nature antisyndicale. Il y a le PQ de 2012-2014 qui avait cassé la grève des travailleurs de la construction, le PQ de Lucien Bouchard qui avait attaqué les infirmières vicieusement avec des lois spéciales extrêmement draconiennes. Effectivement, puis tous ces partis-là, il y a 2 semaines, voulaient briser la grève de la STM. Comment on peut leur faire confiance qu'ils vont retirer ces projets de loi-là? Puis l'autre affaire, c'est que le PQ, la motion qu'ils ont votée cette semaine sur le langage de Magali Picard qui n'était pas acceptable, contient aussi une note qui parle de la question des cotisations syndicales. Donc, il semble que le PQ est essentiellement d'accord avec la CAQ qu'il faut s'ingérer comme ça dans les finances des syndicats. Non, on peut avoir aucune confiance dans ces partis-là qui vont venir à la rescousse des travailleurs et des travailleuses. Oui, c'est ça. L'idée que si on est gentil avec les patrons, avec le gouvernement, dans ce cas-ci, là, ils vont reconnaître notre bonne foi, puis ils vont dire OK, c'est vrai. C'est vraiment pas, c'est vraiment faux. Là, c'est prouvé faux à chaque conflit de travail. Mais aussi, c'est que le gouvernement, il sent cette faiblesse-là. Puis c'est ça le sens de cette motion qui était passée au Parlement, c'est quand tu parles de faire la guerre, de paralyser le Québec, on va t'attaquer. Puis quand tu parles de OK, on va être gentil, on va concilier, là, on va t'encourager, on va te flatter. Mais c'est juste une manière de peinturer dans le coin les syndicats, de profiter de leur hésitation un petit peu sur cette question. Ouais, non, effectivement. Et je pense qu'il faut le dire aussi qu'il n'y a pas eu grand-chose. La direction syndicale n'a pas vraiment mobilisé contre la loi 14 qui va entrer en application dans 4 jours, ou 3 jours au moment de mettre l'épisode en ligne. Ils n'ont pas mobilisé contre ça. Là, enfin, ils se mobilisent. C'est pas trop tôt. Mais il y a un problème parce qu'il n'y a pas vraiment la perspective. La seule perspective, c'est d'espérer qu'un parti abroge ces projets de loi-là. Mais je pense qu'on a des exemples de comment lutter
contre des lois comme ça, surtout la loi 14 qui veut limiter le droit de grève. Tu as parlé des agentes de bord d'Air Canada. Cet été, elles l'ont fait. Elles se sont fait dire en dedans de 12 heures d'arrêter leur grève. Le gouvernement fédéral de Carney appliquait l'article 107 du Code du travail. Rentrez chez vous. Puis le syndicat a dit non. Mark Hancock, le leader du SCFP, est arrivé sur une tribune devant des travailleurs, a déchiré l'ordre de retour au travail, puis la grève a continué. Bon, après ça, ils ont fait bien des erreurs, mais ça a démontré que c'était possible de défier des lois anti-syndicales. Ouais, ils ont eu aucune amende. Là. Non, aucune punition. Ils se sont tirés, tu sais. Puis c'est ça que ça prend contre la loi 14. Un mouvement pour rendre ce projet de loi-là inapplicable. Puis mes excuses au PQ et la CAQ, mais paralyser le Québec, ben c'est la voie à suivre pour empêcher les boss, puis leur gouvernement, puis leur parti pluriel, de casser le mouvement syndical. Ouais, si aujourd'hui, tous les grands syndicats s'engageaient, on va jamais respecter cette loi-là. Chaque fois qu'elle va être utilisée contre nous, on va la défier. Puis ils le faisaient après. Il faut que les bottines suivent les babines. Ben, ça rendrait cette loi-là inapplicable même avant qu'elle rentre en fonction, tu sais. Puis ils se feraient dire, vous respectez pas la loi, etc. Mais c'est une loi illégitime, qui est d'ailleurs proposée par un gouvernement complètement illégitime. Personne n'aime un gouvernement qui perdrait tous ses sièges ou presque demain matin. Pourquoi faudrait respecter une loi promue par un gouvernement comme ça, qui bafoue nos droits fondamentaux, puis qui veut dire essentiellement que les patrons vont pouvoir baisser nos salaires puis nous manger la laine sur le dos. Et jamais on devrait respecter cette loi-là. C'est pas super compliqué, en fait. Non, exactement. Puis c'est ça. Nous, le Parti communiste révolutionnaire, on va être à la manif cette fin de semaine. Puis c'est ça les idées qu'on veut amener dans le mouvement auprès des travailleurs, des travailleuses, syndiqués comme non syndiqués d'ailleurs, que non, le PLQ, le PQ, la CAQ, c'est les partis qui répondent en dernière analyse au patronat québécois. On va amener cette idée-là de défier les lois antisyndicales comme la loi 14, puis oui, de paralyser le Québec, de bâtir un mouvement de masse, que c'est comme ça qu'on peut vaincre le patronat puis ses partis. Donc c'est ça les idées qu'on veut amener. Mais donc, bientôt, il va falloir arriver aller vers le mot de la fin. Mais j'aimerais ça nous amener sur quelque chose de plus large, en fait. Parce que ce qui se passe dans le mouvement syndical québécois, ces contradictions-là qu'on voit, l'espèce de langage radical, le désir de mobiliser, la frustration à la base, puis la modération dans les tactiques, l'espèce de conciliation avec les partis de la classe capitaliste et tout ça, ça pointe vers un problème plus large, en fait. Puis c'est pas juste le mouvement syndical québécois, c'est le cas dans le reste du Canada, ailleurs dans le monde, il y a un problème dans le mouvement syndical, dans le fait qu'on est dans la pire crise de l'histoire du système capitaliste. Il y a de moins en moins de concessions possibles. Les patrons sont plus à l'offensive, concèdent moins, puis ça force les syndicats à entrer en lutte, à se défendre, mais le leadership des syndicats est souvent en retard sur les événements. C'est un peu comme s'ils étaient pognés dans cette idée qu'on peut encore concilier, on peut dialoguer, tout ça. On l'a vu dans beaucoup de grèves récentes au Canada, notamment la grève du STTP, du syndicat des postiers, où l'argument du gouvernement fédéral, c'est Post Canada est fauché. Il n'y a pas de... on va faire faillite, on perd de l'argent, fait qu'on ne peut pas vous donner vos revendications. Ils parlent de supprimer des dizaines de milliers d'emplois, puis ils disent, c'est la seule option. Puis le leadership syndical n'a pas de réponse, parce que c'est vrai que sous le capitalisme, c'est la seule option. T'sais. Fait que ça amène des luttes irréconciliables, mais avec un leadership qui n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. T'sais. Dans ce cas-là en particulier, juste pour le dire rapidement, un des gros problèmes, c'est la concurrence, on peut dire déloyale, de plein d'autres entreprises qui font la concurrence aux postiers, puis de respecter leur droit à exister puis à faire leur profit, c'est un peu ça la racine du problème. Puis là où je voulais en venir aussi avec ça, le lien avec le projet de loi 3, sur les cotisations syndicales, c'est qu'il y a aussi un malaise dans le mouvement syndical sur le fait que les syndicats, depuis longtemps, n'ont pas de grande victoire à montrer, en fait. Au mieux, il y a eu des 1-2% d'augmentation de salaire, des défaites pas trop pires, mais pas grand-chose à montrer. T'sais. Puis d'ailleurs, il y avait un sondage il y a quelques semaines qui montrait qu'au Québec, 47% des gens sont d'accord avec l'idée de rendre des cotisations syndicales facultatives. Puis je peux comprendre, c'est comme, pourquoi pas, c'est quoi le problème avec ça, tu sais? C'est ça, les gens, j'ai vu beaucoup de commentaires, le monde dit, mes cotisations syndicales sont super chères, puis pour pas grand-chose. Oui, puis même Magali Picard dans son speech, ça c'est un peu cringe honnêtement, là. Elle dit nos membres comprennent pas, c'est vraiment limite condescendant, là. Les membres comprennent pas à quoi ça sert un syndicat, c'est comme, mais c'est à qui la faute? À quoi ont servi les syndicats à leurs travailleurs? Je pense qu'il faut
C'est ça. Il faut faire très attention, évidemment, on n'est pas du tout en faveur de cette attaque-là de la CAQ Non. contre le mouvement syndical, d'affaiblir les syndicats, de compliquer leurs finances. Mais il y a des vraies questions à la base sur comment l'argent des syndicats est utilisé. Puis il y a des parties de la loi, c'est comme, faut que les syndicats dévoilent les salaires de leurs employés puis les dépenses de plus de 5 000 $. Moi, quand je pense à ça, je me dis, mais les membres devraient savoir où vont leur argent. T'sais. Il faut une véritable démocratie syndicale où les travailleurs sont impliqués. Puis si on utilise des cotisations syndicales pour des causes politiques, ce qu'ils devraient faire, il faut que les travailleurs de la base soient impliqués, soient actifs dans ces mouvements-là. Puis ça manque cruellement au mouvement syndical en ce moment. Il y a cette bureaucratisation-là au top. C'est pas clair pourquoi les décisions sont prises. Les membres ne sont pas vraiment impliqués par leur leadership. Évidemment, c'est pas à la CAQ de régler ce problème-là. Ils ont rien à voir là-dedans. Donc, on s'oppose complètement au projet de loi 3. Mais force est d'admettre qu'il y a un problème dans le mouvement syndical. Oui, c'est ça. T'sais. Les syndicats, c'est parmi nos meilleurs outils dans la classe ouvrière pour défendre nos acquis, défendre nos conditions de vie, puis en avoir des meilleurs. On n'a que besoin de penser à quand il n'y avait pas de syndicats pour voir qu'est-ce que ça donnerait si on n'en avait pas. Mais le problème, c'est ça, c'est avec cette direction qui est un peu vue dans le passé. Je pense que c'est ça le truc, c'est que la direction syndicale, pas juste au Québec d'ailleurs, vit un peu dans cette époque où le capitalisme était prospère, puis c'était possible par une pression pas si significative que ça. Bon, ils ont mené des luttes, là, mais par un peu de pression, c'était possible d'avoir des concessions, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais comme la direction vit encore dans cette époque-là, ils n'ont pas beaucoup de gains. Et c'est ça qui crée le genre de cynisme dans la base de à quoi qu'elles servent mes cotisations syndicales. Puis aussi, l'autre affaire, c'est qu'il y a eu un processus, au travers des décennies, de bureaucratisation. C'est quand même vrai là, que les intérêts de la classe capitaliste, ils influencent les couches dirigeantes des syndicats. Plusieurs de ces chefs syndicaux-là sont payés en haut de 150 000. Ils se font un peu acheter par la classe capitaliste qui les invite à des repas, à des soupers, tout ça, qui leur vendent l'idée de « on est gentils, on va se parler les uns les autres, on va arriver à des ententes. » Fait que, avec cette pression-là, puis avec les mauvaises perspectives du leadership, c'est normal que le mouvement syndical ne va pas vraiment nulle part. Mm-hmm. Ouais, puis en fait, c'est ça le lien avec ce qu'on discutait plus tôt, c'est-à-dire la crise chez Québec solidaire. Tant dans la gauche, représentée notamment par QS, que dans le mouvement syndical, qui est censé prendre la défense des travailleurs, lutter contre le capitalisme, lutter contre l'exploitation, il y a ce problème-là que le leadership, les gens en position de leadership, sont sous la pression de l'establishment, de la classe dominante, de la classe capitaliste, et tendent à plier. Puis il manque un compas, des idées claires, un programme clair sur c'est quoi le système capitaliste, puis comment le combattre. Fait que c'est ça, dans les deux cas, on a cette même crise-là de l'idée que c'est possible d'avoir un dialogue, qu'il faut faire des compromis et tout ça, tu sais. Puis évidemment, la lutte contre le système capitaliste que nous on porte au PCR, l'idée de renverser le système, de bâtir une société socialiste, on n'est pas en train de promettre que ça va se passer demain matin. Mais le point, ça peut se produire, il y a une radicalisation, des gens qui sont écœurés du système. Puis c'est le rôle des organisations ouvrières de porter ça, en fait, puis de cultiver ça, d'aider à développer cette humeur-là, puis l'amener vers le renversement du capitalisme. Ouais. Puis en ce moment, si t'as pas ça, t'es pogné avec « on va dialoguer avec du monde qui veulent nous enlever nos droits, qui veulent faciliter le profit des boss, créer un environnement compétitif, avoir moins de syndicats, des syndicats qui sont là, mais qui demandent pas trop. » Puis ça, c'est la logique du capitalisme en crise. Et donc, ça demande des nouvelles idées, en fait. En fait, des vieilles idées, c'est-à-dire l'idée de lutter contre les patrons, puis ultimement de les renverser, puis de changer de société. Oui, c'est ça. Elles sont vieilles, mais sont vraiment d'actualité. Puis d'ailleurs, ces idées-là révolutionnaires socialistes, il y a déjà eu ça dans le mouvement syndical québécois. Ouais, c'est pas étranger au mouvement syndical québécois. Non, c'est ça. Dans les années 60, 70, presque tous les syndicats étaient soit directement ou à demi-mot socialistes. Il y avait plein de délégués syndicaux, plein de militants syndicaux qui étaient socialistes, qui voulaient une société différente. C'est pas étranger au Québec. Des fois, il y a cette idée-là, au Québec, on veut le compromis, puis tout ça. Mais il y a beaucoup de travailleurs qui sont très fâchés contre la situation, puis qui pourraient être convaincus à l'idée de ça prend le pouvoir ouvrier pour renverser les boss qui nous mangent la laine sur le dos. C'est vraiment des idées qui pourraient
s'enraciner, mais il faut que les gens les défendent pour que ce soit le cas. Ouais, c'est comme Magali Picard qui dit « Ah non, faut pas... Vous voulez arracher la tête à PSPP, mais c'est pas bien, il faut du dialogue social. » C'est la même chose que Ruba Gazal qui disait le printemps passé « Ah, au Québec, le consensus, c'est une valeur québécoise. » tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ultimement, et surtout dans une période de crise, il n'y en a pas de consensus entre les boss qui veulent s'en mettre plein les poches puis les travailleurs qui veulent une vie décente. Tu sais. Puis ce conflit-là est de plus en plus aigu. Puis on le voit dans des luttes syndicales de plus en plus, comment je dirais, amères et combatives, ou qui devraient l'être, en fait. Le STTP, c'est un exemple. Il y avait une grève générale, une grève des enseignants en Alberta il y a quelques semaines. Ça n'a pas été beaucoup couvert, ou pas du tout, par les médias québécois. Ouais, malheureusement. Malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. C'était un syndicat qui n'était pas entré en grève depuis 20 ans. Les profs en Alberta étaient parmi les mieux payés du pays il y a quelques années. Ils sont maintenant parmi les moins bien payés. Puis le leadership syndical a tout fait pour pas rentrer en grève. Puis 2 fois, les travailleurs ont rejeté une entente de principe, forcé leur leader à aller en grève. Puis Daniel Smith, le gouvernement conservateur, a mis une loi spéciale, mis fin à la grève. Puis le leadership syndical a rien fait. Et le leadership national aussi de l'AFL, la Alberta Federation of Labour, c'était dans l'air du temps. Tout le monde parlait de lancer une grève générale en Alberta. Il y avait même des podcasts de la presse mainstream là-dessus. Puis ils n'ont pas lancé de grève générale. Puis même après, le leader de l'AFL s'est excusé de ne pas avoir fait une grève générale. C'est ça, parce qu'il y avait, je ne sais pas si tu l'as mentionné, je pense pas, il y avait un sondage qui est sorti quelques jours après, cette occasion manquée, qui prouvait que 51% des gens en Alberta étaient en faveur d'une grève générale. Fait que le problème, c'est pas que les gens veulent pas se battre, que les gens, ils sont trop, la propagande capitaliste a pris contrôle de leur cerveau. C'est pas ça. Les gens veulent se battre, mais il faut que le leadership soit à la hauteur de la tâche. Puis s'ils le sont pas, c'est ça, ça crée du cynisme, ça crée cette base, incluant dans les syndicats, qui trouvent que la loi 3, c'est peut-être pas si pire, même s'ils ont tort. Ça vient un peu de là aussi. Ouais. Donc c'est ça la crise dans laquelle on se trouve, en fait. Il y a une crise de la gauche, une crise du leadership, du mouvement ouvrier, en fait. Puis ça, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est un processus mondial, en fait, où la gauche n'a pas de réponse. Puis ce qui manque, c'est un compas, le compas des idées marxistes, ultimement. Puis ça peut avoir l'air controversé ou bizarre ou sorti de nulle part, mais il y a 100 ans et plus, c'était les idées dominantes dans le mouvement ouvrier en Europe. Au Canada et aux États-Unis, les partis communistes avaient l'influence de masse dans les années 20, tout ça. Pour plein de raisons historiques, c'est entré dans un ressac. Il y a eu le boom d'après-guerre qui a créé les illusions dans le système capitaliste qui serait capable d'amener des réformes et tout ça. Fait qu'on revient de loin, les marxistes. Mais ces idées-là, c'est ça le compas qu'il faut au mouvement syndical et à la gauche aujourd'hui. Puis c'est ça que nous, on fait au Parti communiste révolutionnaire, de donner une analyse marxiste des événements, mais plus que ça, pas juste analyser sur les lignes de côté, mais participer puis amener ces idées-là auprès des travailleurs et des jeunes. C'est ça qu'on va faire à la manif de samedi, la manif intersyndicale. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir, Simon? Pas grand-chose, tu as bien conclu. Je dirais qu'on a le vent dans les voiles avec le processus là, de la crise du capitalisme. Il y a de plus en plus de gens qui réalisent que les idées marxistes ou similaires ont raison, mais c'est pas un processus qui va être automatique. Les gens vont pas soudainement devenir communistes parce que ça va mal. Ça prend l'intervention active et consciente des gens, des militants. Il faut qu'on s'éduque, qu'on soit capable de faire ces arguments-là. Puis il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit visible. C'est pour ça que c'est pas secondaire de construire un parti, de construire le PCA. Absolument. Puis moi, quand je pense à ça, à la crise de QS et tout ça, je pense à GND quand il a démissionné, il dit « Ah, je suis usé » et tout ça. Le pauvre, il a à peine passé 30 ans, tu sais. mais les temps sont durs pour la gauche qui accepte le système, en fait. Ils sont dans un cul-de-sac. Pas pour les raisons que Vincent Marissal dit, mais la gauche qui accepte le système est dans un cul-de-sac. Fait que moi, je vous invite... Je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas usé. Fait que... non, je suis pas usé non plus. J'ai un peu le rhume, mais... ouais, peut-être qu'on l'entend. J'espère que les auditeurs, ça dérange pas trop. Mais oui, non. Rejoignez ceux qui croient en la classe ouvrière, ceux qui pensent qu'on peut renverser le système capitaliste. Puis ça, c'est une cause qui vaut la peine, pour laquelle il vaut la peine de se battre. Je pense qu'on peut arrêter ça ici. Merci beaucoup, Simon, d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Bonne chance à la manif samedi. Je pourrais pas être là, malheureusement. Yes. J'aimerais ça. Mais on aura on va couvrir la manif sur nos réseaux sociaux et tout ça. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du podcast communiste révolutionnaire.